Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1, il est 6h30 et place à l'information. Le cadre législatif et réglementaire du secteur de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture sera renforcé. Le gouvernement prépare en ce moment un nouveau code pour le rendre beaucoup plus attractif. Sur le sujet, des experts se sont réunis à Grand Bassam. Objectif, sortir l'élevage de l'informel. Plus de détails avec Lanciné Bakayoko. Dans le document provisoire qui dessine les contours du nouveau code de l'élevage, les experts affichent la volonté du gouvernement d'aider les acteurs à mieux structurer l'activité d'élevage et à améliorer les prestations au profit des consommateurs ainsi que de l'économie nationale. Le code qui est en élaboration comprend 12 titres, 38 chapitres et environ 181 articles. Ces 12 titres traitent de questions diverses. La définition des termes employés dans l'avant-projet du code, les acteurs du secteur élevage et les conditions d'exercice de leurs activités, le régime de propriété des animaux, l'abattage des animaux, la commercialisation des produits animaux, la gestion des risques environnementaux, la qualité et la traçabilité des produits. Ce nouveau code de l'élevage va donc accélérer la modernisation du secteur à travers la professionnalisation des filières, en particulier l'insertion des jeunes opérateurs ivoiriens formés. Cette modernisation implique la création d'élevages intensifs, la réalisation d'infrastructures de transformation de nouvelle génération et la mise en place de circuits de commercialisation adaptés et rentables. L'adoption d'un code de l'élevage est une condition essentielle pour le développement d'un élevage de qualité, rentable, respectueux de la nature, soucieux du bien-être de l'animal et garantissant une meilleure transparence pour les consommateurs. En Côte d'Ivoire, l'élevage reste encore une activité économique secondaire avec une contribution de 5% au produit intérieur brut agricole et de 2% à la richesse totale. La filière EVA va bénéficier de 58,5 milliards d'investissements pour booster le niveau de la transformation locale. Ce montant est le fruit d'une douzaine de conventions de financement signées en juin dernier entre l'État de Côte d'Ivoire et les industriels du secteur pour une mise en œuvre déjà prévue pour l'année 2021. Le conseil EVA, palmier à huile, est déjà à la tâche. Il a réuni l'ensemble des parties prenantes afin de définir le cadre de suivi de ces investissements. Mahama Traoré. Le 16 juin dernier, l'État et les industriels du caoutchouc signaient 12 conventions d'investissement afin de relever le niveau de la transformation locale. Pour le VA, jusqu'à une période récente, on était presque à 100%, la transformation, la première transformation. Voilà. Et depuis quelques années, il est apparu un gap. Et aujourd'hui, ce gap-là, on l'évalue à peu près à 400 000 tonnes sur les 3 à 4 ans à venir. Donc, ces 400 000 tonnes-là, au minimum qu'on cherche à résorber. Donc, il faut des investissements pour pouvoir absorber, transformer ces 400 000 tonnes et aller au-delà. Pour relever ce défi majeur, de lourds investissements s'imposent. L'accord conclu entre le gouvernement et les entreprises de transformation du caoutchouc porte sur un financement de 58,5 milliards de francs CFA. Le conseil EVA palmier à huile, organe de régulation de la filière EVA, vient de mettre sur pied un comité de suivi et de coordination. Il implique l'État, le Centre de promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire, CEPICI, et l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel. Au titre de ces conventions, le conseil EVA palmier à huile est chargé du suivi, de la mise en œuvre des investissements, de sorte qu'au terme des investissements, les opérateurs puissent bénéficier de divers avantages fiscaux, notamment les crédits d'impôt, les crédits d'exonération du TVA. Toutes les parties ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour qu'on puisse donc s'accorder sur les outils de suivi. Aujourd'hui, c'est comme le top départ du suivi de ces conventions et nous serons donc dorénavant aux côtés des industriels du secteur. Cette initiative vise à relever la production usinée d'au moins 400 000 tonnes supplémentaires afin de transformer la totalité de la production nationale de caoutchouc naturel dès 2021. Le nouveau code des marchés publics édité l'an dernier présente déjà ses innovations. Le contrôleur budgétaire chargé de la passation des marchés ont été instruits sur ces innovations qui leur permettront de réduire les irrégularités dans la présentation des dossiers de soumission. Le compte-rendu
de Didier Nguesson. Dans l'attribution des marchés publics, les contrôleurs budgétaires sont un maillon important. Pour le règlement des contentieux et des audits, ils doivent être suffisamment outillés. D'où cette formation initiée par l'Autorité de régulation des marchés publics, ANRMP, sur les procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics prescrites par le Code de 2019. Les acteurs que nous avons en face de nous ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne connaissent pas cette matière qu'est la passation des marchés publics. Et donc, c'est à nous, nous sommes obligés de leur inculquer cette notion pour que les acquisitions se fassent de manière régulière, conformément à la réglementation. Et donc, cette formation est la bienvenue. En 2020, l'autorité de régulation s'est prononcée sur 114 décisions sur le fond et la recevabilité, privilégiant les conciliations. De même, une quinzaine d'audits ont été réalisés. Les audits de gestion qui sont des revues de la passation et d'exécution des marchés systématiquement chaque année budgétaire, l'année N-1, et les audits thématiques qui sont en fonction de tout ce que nous savons ou relevons d'anomalies dans le système des marchés publics. Nous avons changé de paradigme concernant le contentieux. Nous avons le contentieux précontractuel qui concerne uniquement que la phase de la passation, alors que par le passé, ce contentieux peut être géré par l'ARMP partait jusqu'à la fin, jusqu'au paiement. Désormais, l'autorité de régulation des marchés publics ne peut rendre des décisions exécutées contraignantes que uniquement dans la phase de passation. 5 000 marchés publics en moyenne sont attribués par an. Le taux d'irrégularité est passé de 58% en 2014 à 23% en 2020. La région du Gao vient de bénéficier d'une vingtaine de véhicules de la part du ministère des Transports. Ce nom s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation du transport routier du gouvernement qui, à travers son projet de renouvellement du parc automobile, vient en soutien aux acteurs du monde des transports. La remise s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Abou Sanogo. Le ministère des Transports entreprend la lutte contre la pollution et l'insécurité routière liée à la vétusté des véhicules de transport. Ce sont au total 20 véhicules sur les 30 prévus qui ont été réceptionnés dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile des transporteurs de la région du Gao. Une action du gouvernement qui vient en appui aux transporteurs de cette région. C'est le lieu d'appeler, mesdames et messieurs, les responsables des entreprises des transports éligibles à cette première phase du projet à se conformer aux exigences inscrites dans les contrats. Aux autres entreprises qui n'ont pas été retenues pour la présente phase, je vous conseille de prendre votre mal en patience et d'attendre la seconde phase qui va se dérouler incessamment. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes tellement fiers et cette fierté, nous voulons que vous la faites remonter au président de la République pour lui dire que les transporteurs du Gao sont à sa disposition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme ont salué l'action de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Donner la vie au secteur routier, c'est permettre à nos mamans qui sont dans les champs, dans les marchés, de couler avec aisance leurs produits. Et au nom de toutes ces femmes, nous voulons dire merci au président de la République. Le transport est un maillon important de la vie et de la nation. De par son caractère transversal, le secteur des transports est un levier puissant de développement économique dans le monde. En particulier, le sous-secteur transport routier avec son système, lequel est dit performant, quand il assure une circulation sécurisée des biens et des personnes à moindre coût. Ce sont par ailleurs 5 camions de 5 tonnes, 7 cars de 26 places et 8 autres de 41 places qui ont été attribués à 14 sociétés coopératives issues des départements de Gagnoua et de Oumé. Les membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire se sont réunis. Ils ont fait l'état des lieux des logements abordables, le premier du genre dans le pays. Au cours de ce rendez-vous, le président de la Chambre a aussi fait le point des difficultés rencontrées sur le terrain. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Cheikh Aboubakar Koné. En quoi consiste un logement abordable?
Les acteurs de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire le définissent comme celui qui a un prix inférieur à celui du marché. Pour les acteurs du logement, l'on doit faire une différence avec un logement social qui est constitué de 2 à 4 pièces et qui coûte environ 12 millions hors taxes. Et un logement économique qui, lui, est constitué de 3 à 5 pièces et qui coûte environ 23 millions hors taxes. L'objectif de la rencontre était de faire l'état des lieux des logements abordables. Et le plus important pour nous, c'est la structuration du financement. Parce que ceux qui sont visés par le programme de logements abordables, c'est ceux qui sont des ménages à bas revenus. Et malheureusement, ceux-là n'ont pas d'accès aux banques pour avoir des crédits compte tenu des conditions et des procédures bancaires. C'est ce que nous appelons nous, le secteur informel. Nous allons plaider donc évidemment auprès de nos différentes autorités pour la mise en place des fonds de garantie que nous avons constaté et vu dans d'autres pays, notamment le Maroc, la Tunisie, le FOGARISM, le fonds de garantie de l'immobilier, pour permettre à ceux-là d'avoir accès au logement abordable. Le président Siriki Sangaré a profité de ce rendez-vous pour égrener les raisons pour lesquelles certains immeubles s'écroulent à Abidjan. Pour construire un immeuble, ça demande toute une technicité. Au-delà de cette technicité, je peux vous expliquer que déjà, quand vous avez un immeuble, il faut déjà faire l'étude du sol. C'est l'étude du sol qui va définir comment est-ce que nous devons implanter la fondation. Donc, si cette étude n'a pas été faite par des spécialistes pour pouvoir définir évidemment la structure de l'immeuble et qu'on construit l'immeuble sur la terre végétale, qu'on ne tient pas compte de la fondation, et si on se retrouve dans un environnement qui n'a pas été étudié efficacement, l'immeuble va s'écrouler. Il y a aussi les matériaux de construction qui sont utilisés, qui ne sont pas efficaces. Selon les études réalisées par les promoteurs et constructeurs agréés, le déficit de logement est estimé à plus de 500 000, dont l'essentiel à Abidjan. Et ce déficit croît d'environ 10% chaque année. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVCI, et ses partenaires ont organisé mardi dernier la 3e édition de l'Open Access Week 2020. Le concept permet de faire la promotion de l'accès libre pour le développement de la recherche scientifique par l'information. Cette 3e édition a également permis de renforcer les capacités des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants, des bibliothécaires en matière d'open access et d'open science. Le reportage de Patricia Omous et Tia. L'Open Access Week, ou la Semaine du libre accès, est un événement annuel du monde scientifique qui vise à faire la promotion de l'accès libre pour le développement de la recherche scientifique par l'information. La semaine est marquée par l'organisation de conférences et de séminaires. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants sont sensibilisés et leurs capacités sont renforcées en matière de libre accès et de sciences ouvertes. Déjà au semestre 1, nous avons déjà participé à la correction des données à travers la bibliothèque virtuelle des différentes thèses. Donc ici, c'est un appui encore dans nos recherches en tant que nous-mêmes étudiants en master de recherche. Puisque notre première expérience ici était de pouvoir numériser ce qui était déjà produit par nos devanciers. Donc ici, nous maintenant, en tant qu'ici présents, nous allons encore apprendre de nouvelles méthodes pour pouvoir effectuer la recherche en ligne. Pour le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, plus de 8000 thèses et mémoires sont disponibles sur le site web de l'Université virtuelle et accessibles à tous. Sur ce site-là, vous pouvez retrouver tous les travaux qui sont produits au niveau de nos universités. L'Afrique va compter en 2050 plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans. Et nous ne pourrions pas avoir les infrastructures nécessaires pour l'encadrement de ces jeunes. Et donc, l'enseignement à distance est une opportunité qui vient au bon moment. Un colloque international réunira les chercheurs et enseignants-chercheurs du monde scientifique issus de plusieurs pays afin de trouver des solutions numériques pour favoriser la résilience en contexte de la COVID-19. L'actualité internationale nous conduit au Burkina Faso où le parti du président Kaboré n'obtient pas la majorité législative. La Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé dans la nuit d'hier à aujourd'hui dimanche les résultats des élections provisoires des législatives. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti du président réélu Marc Christian Kaboré obtient 56 députés, mais il n'a pas la majorité absolue fixée à 64
4 sièges. De son côté, Edi Komboigo pourrait occuper le fauteuil du chef de file de l'opposition avec les 20 députés de son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Et puis en Éthiopie, dans le conflit au Tigré, l'Éthiopie annonce avoir pris le contrôle complet de Mekele, la capitale de la région dissidente du Tigré. Cette annonce intervient après un peu plus de 48 heures de tir d'artillerie contre la ville, mais elle n'a pour l'instant pas pu être vérifiée de sources indépendantes, car la région est toujours coupée du monde depuis 25 jours. L'accès des humanitaires est empêché et les télécommunications sont toujours coupées. Voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.